radiocultura.eus. Les femmes doivent atteindre encore plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire. Et ça, c'est le Forum économique mondial qui le dit, selon son rapport annuel de 2024 sur les inégalités femmes-hommes dans le monde. 130 ans d'attente. Et si l'on se rassemblait pour faire de ce futur lointain une réalité dès demain ? La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, femme engagée avec vous. Série axée à la santé pour toutes, les maladies gynécologiques, le cas de l'endométriose en 4 épisodes. Année 2025, la Bulle part en reportage. Immersion dans la douleur de l'endométriose, chapitre 3. La Bulle. Elle est une douleur qui serre, qui flambe, qui vrille. Une douleur ignorée, minimisée, tue. Elle a un nom, endométriose. Une maladie chronique inflammatoire. Longtemps mise au placard car elle touche les femmes, mais aussi les minorités de genre concernées. Et puis, c'est bien connu, la douleur, on est censé la supporter, non ? C'est une maladie considérée comme intime, dont l'expression peut différer d'une personne à l'autre. Mais elle est aussi une maladie hautement politique. Un jour, je suis arrivée dans le bureau de la gynéco, je lui ai dit, mais en fait, on en arrive au même point que avant que vous me diagnostiquiez, j'arrive à bout. Là, j'en arrive à avoir des idées noires, à plus vouloir m'en sortir et à vouloir mettre un terme à tout ça. Et en fait, elle m'a dit, bon, on va te remettre sous pilule. Donc, je suis repartie sous pilule. Et en fait, j'avais 19 ans et demi jusqu'à mes 22 ans. Ça a été une errance à retester les pilules, à réajuster. Bonjour la Bulle, c'est Lulu. Je vous propose ici un recueil de paroles à voix multiples, avec des interviews de spécialistes et de femmes concernées par la maladie, voulant aborder des sujets spécifiques. Si vous avez écouté les autres épisodes de cette série thématique, je vous ai déjà donné accès à des éléments théoriques et cliniques sur l'endométriose. Mais nous avons ici des spécialistes, alors on va pas s'en priver. Écoutons-les attentivement. Sophia, tout d'abord, sur l'origine de l'endométriose. Je m'appelle Sophia, je suis sage-femme. J'ai fait mes études dans le sud de la France, à Montpellier, et je suis sur Paris depuis 2017 à peu près. Donc j'ai plusieurs casquettes. Je travaille à l'hôpital Jean Verdis, c'est l'hôpital public de la PHP, où je suis responsable de la congélation des ovocytes, la préservation de la fertilité, depuis 2017. Et en parallèle, je fais du libéral depuis quelques années, une fois par semaine, bientôt un peu plus. Et en parallèle, j'ai aussi des activités où je peux donner des cours à la fac pour les sages-femmes ou pour les externes. Et j'ai des activités également parallèles associatifs. Et j'ai un compte Instagram aussi, TikTok, où je fais des vidéos pour diffuser pas mal d'informations, sensibiliser à la santé de la femme, la gynécologie, la fertilité, la PMA, parce que c'est un monde un peu complexe, un peu tabou parfois, on n'en parle pas souvent, alors qu'il y a tant de choses à dire. Et surtout, en tant que femme, c'est important parce qu'on a beaucoup évolué, en tout cas dans nos droits. Et je trouve que la santé de la femme, c'est quelque chose encore qui nous bloque pour vraiment être au top du top. Donc voilà, je suis contente de participer un petit peu à ça, et si je peux à mon échelle. Alors en fait, l'endométriose, il y a plusieurs théories. Et donc ça, on ne sait pas trop d'où ça part au départ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la théorie du reflux et que c'est la théorie qui est la plus validée. Pourquoi c'est la théorie ? Et ça, j'insiste parce que j'ai entendu parfois dans des émissions, ou bref, dans des lives de certaines personnes qui disaient que la théorie du reflux, elle est un peu has-been, entre guillemets, et qu'il fallait pas trop écouter. Non, c'est la théorie la plus probante parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand on opérait des patientes, qu'on retirait toutes les lésions, et du coup qu'on faisait des échos, il y en avait plus tant qu'elles étaient sous contraception en continu. Donc ça veut bien dire que quand on les retire complètement et qu'on bloque les cycles, il se passe rien. Par contre, dès qu'on arrêtait la pilule, ça revenait. Donc il y a quand même quelque chose entre les cycles, les règles notamment, et le retour des lésions. Écoutons maintenant Dr Mingeot qui complète Sophia. Bonjour, merci de m'avoir conviée pour cet épisode. Donc je suis Charlotte Mingeot, je suis gynécologue médicale. J'exerce ici à Bayonne depuis 10 ans maintenant. J'ai mon cabinet qui est en face de la clinique et donc on travaille conjointement avec la structure de la clinique Bellara qui nous permet d'avoir accès pour la fertilité au centre de PMA. Et je me suis spécialisée pendant mon parcours, notamment dans la prise en charge de l'infertilité et dans la prise en charge de l'endométriose.
l'endométriose. Donc l'endométriose, pour caricaturer, c'est du tissu de l'endomètre, donc c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui en fait va se propager dans le ventre des patientes. Alors il peut se localiser sur les ovaires, sur des parties du tube digestif, sur la vessie. Et une fois qu'il est localisé là, il faut bien comprendre qu'il est soumis aux mêmes variations hormonales que l'endomètre. Et c'est pour ça qu'au moment des règles, l'endomètre desquame et donc donne un saignement. Et bien ces implants d'endométriose qui sont allés se propager dans le ventre de la patiente, ils saignent en même temps. Et ça, c'est responsable en partie des douleurs dont elles se plaignent. Avec, c'est une caricature, mais en fait, il y a comme une mini hémorragie interne à chaque épisode de règles qui, en plus, pourrait augmenter la propagation de la pathologie. Et c'est pour ça qu'un des premiers traitements qu'on propose, c'est d'essayer d'arrêter ce saignement pour éviter ces symptômes-là. Il y a une deuxième entité physiopathologique en fait de l'endométriose, c'est que donc il y a ces implants et ces implants en fait ils vont ensuite faire comme des petites toiles d'araignée, ce qu'on appelle des adhérences, et donc coller un petit peu les organes entre eux dans le ventre et donc être responsable de douleurs, donc plutôt en dehors des règles, et c'est ça qui peut donner les douleurs pendant les rapports. Parfois des symptômes un peu digestifs. Voilà, donc ça, c'est les douleurs qui sont responsables, les adhérences qui sont responsables de ces douleurs-là. Mais alors, comment expliquer que cela touche une femme plutôt qu'une autre? Et y a-t-il différents types d'endométriose? Sophia va nous donner son point de vue sur ces deux sujets. En fait, ce qu'on pense, c'est que ça arrive chez toutes les femmes. Et la question, c'est pourquoi chez certaines, ça reste. Et ça reste notamment par un climat très certainement hormonal, perturbateur endocrinien, problème au niveau de l'inflammation. C'est hyper complexe parce que notre environnement est pollué. Donc en fait, c'est difficile de savoir est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est immunitaire, est-ce que c'est l'environnement. Donc ça, en tout cas, c'est des lésions qui se retrouvent ailleurs. Et en fonction de là où elles se retrouvent, elles portent des noms. Endométriose superficielle, profonde, endométrium et adénomiose. Mais finalement, c'est un peu le même principe. C'est juste la différence est dans où est-ce qu'elle se situe ensuite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent je dis à mes patientes, c'est pas la cellule en elle-même qui fait mal. Très certainement que quand elle saigne, elle peut créer des douleurs. Mais le problème, c'est le corps vis-à-vis de ce phénomène-là. Parce que lui, le corps, on lui apprend à aller un peu attaquer quelque chose qui n'est pas à sa place et qui n'est pas normal. Comme ces cellules-là. Et donc en fait, c'est le corps qui réagit face à ces cellules. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante parce que la réaction de notre corps, c'est ce qui va nous dire si on va avoir très mal, un peu mal ou pas. Alors, on parle d'endométriose, mais il existe aussi la maladie appelée adénomiose, comme l'a dit Sophia. Mais quelles sont ses spécificités? Pour répondre à cette question, donnons la parole au docteur Mingeot. L'adénomiose, c'est une pathologie qui concerne le muscle de l'utérus lui-même, où en fait la muqueuse utérine va pénétrer dans le myomètre, comme se faufiler dans les fibres du muscle utérin pour propager cette muqueuse. Et du coup, ça fait qu'on a des utérus qui sont plus gros, plus spongieux. Et du coup, lorsqu'il y a les règles, etc., on comprend que du coup, l'utérus, il fait comme gonfler. Il est comme gonflé de sang, souvent pour expliquer aux patientes. Je prends l'exemple d'une éponge gorgée de sang. Voilà, c'est une image, mais ça résume assez bien. Mais du coup, doit-on différencier endométriose et adénomiose? Sophia va nous donner son point de vue sur ces sujets. L'endométriose, initialement, c'est des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Sauf que l'adénomiose, c'est des cellules de l'endomètre dans l'utérus, donc on donne un autre nom. Mais en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que ces cellules-là, au lieu d'être sur l'utérus ou sur l'ovaire, elles sont dans l'utérus, mais dans la couche qui est juste à côté. Et ça a un impact aussi. L'adénomiose, ça peut créer des règles très abondantes. Et sur l'inflammation, ça peut jouer sur l'implantation de l'embryon. Parce que les lésions sont plus proches, parce que l'utérus commence parfois, quand il y en a beaucoup, à se contracter un petit peu différemment. Et donc, on ne sait pas vraiment le lien direct parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'adénomiose et qui auront aucun souci. Et la question, c'est pourquoi certaines en ont un peu et elles n'y arrivent pas. Certaines en ont énormément et elles y arrivent, donc très certainement que c'est un des facteurs, mais qui doit avoir d'autres choses à côté qu'on ne maîtrise pas. Mais pour moi, l'adénomiose, c'est de l'endométriose. En tout cas, de les différencier comme ça, de manière arbitraire, ça n'a pas tant d'intérêt parce que la prise en charge, elle est la même. Bon, le problème avec l'adénomiose, c'est qu'on peut pas la soigner. Pour le coup, on peut pas l'opérer. Il y a des endroits où certains le font, mais c'est tellement à risque pour une grossesse qu'on le fait soit quand la patiente elle est sûre de plus vouloir d'enfant, mais généralement, en fait, on enlève l'utérus dans ce cas. Donc non. En tout cas, en France, par exemple, on évite. Alors maintenant, Dr Mingeot va nous faire un petit brief sur les symptômes.
En fait, l'endométriose, entre guillemets, elle arrive à nous sous deux angles. Soit c'est l'infertilité, c'est des patientes qui ont des problèmes de fertilité. Alors souvent, ça, j'insiste d'ailleurs, c'est un facteur de risque d'infertilité. Mais attention, toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister et bien comprendre. Et puis la deuxième entrée, on va dire, c'est la douleur, avec des patientes qui ont des douleurs pendant les règles, pendant les rapports, parfois des symptômes digestifs ou urinaires. Là, c'est sur des stades d'endométriose un peu plus graves. Principalement, c'est les douleurs pendant les règles qui sont parfois accompagnées de malaise. Mais voilà, c'est les deux portes d'entrée, entre guillemets, que l'on a pour l'endométriose. Anatomiquement, c'est assez facile à comprendre. Mais après, les symptômes, ils sont souvent pas corrélés à l'importance de ce qu'on voit à l'imagerie, mais parfois on a des patientes avec des tout petits nodules d'endométriose et qui sont très douloureuses, et puis parfois on a des patientes avec des gros endométriomes, des localisations profondes, etc. Et quand on les interroge si elles ont mal, elles disent ah, non, moi j'ai rien. Donc voilà, ça c'est vraiment important de différencier ce qu'on voit à l'imagerie, ce qu'on voit parfois à la célioscopie quand on fait des célioscopies, puis des fois on tombe aussi dessus par hasard. C'est-à-dire que la patiente, on lui fait une IRM pour autre chose et puis on tombe sur des lésions d'endométriose, ou on lui fait une célioscopie pour toute autre chose et on tombe sur des implants d'endométriose. Donc en fait, il n'y a pas toujours de corrélation entre ce que l'on voit avec les yeux lors d'une opération chirurgicale, l'imagerie, et finalement la plainte de la patiente. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver d'abord à faire comprendre à la patiente, et voilà, à prendre en compte, très important, d'écouter la dame sur ces symptômes qui sont pas toujours corrélés à l'imagerie. Dans ce brief, elle nous parle de célioscopie, mais on va quand même réexpliquer ce dont il s'agit. C'est une technique de chirurgie permettant d'accéder à l'intérieur de l'abdomen par de petites incisions de la paroi abdominale. Ça permet de diagnostiquer ou traiter certaines maladies, notamment gynécologiques ou digestives. Petit focus sur la douleur. Est-ce le symptôme principal ? Sophia va nous en parler et va faire le lien avec la fertilité qui est sa spécialité. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'il y avait des signes. En médecine, on nous raconte tout le temps que la douleur, c'est un signe de quelque chose, ça demande à consulter. Et du coup, ce qui est trop dommage, c'est qu'il y avait des signes flagrants et qu'on a un peu passé ça à la trappe. Donc c'est pour ça qu'on en parle souvent. Mais le truc, c'est que l'endométriose, c'est pas que de la douleur. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose et qui ont zéro douleur. Moi, j'ai vu des patientes avec des kystes de 6 cm de chaque côté de l'endométriose de partout et avoir zéro douleur. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir des impacts au niveau digestif parfois, ou au niveau urtère, rein, et sur la fertilité. Donc en fait, je dirais que les deux choses importantes dans l'endométriose, c'est la douleur et la qualité de vie. C'est un gros impact. Et l'infertilité aussi. Et le truc, c'est que il y a beaucoup de patientes qui, tu vois, moi je fais des échographies le matin en PMA, et il y a beaucoup de patientes qui ont de l'infertilité inexpliquée. En fait, quand je fais l'échographie, je vois de l'endométriose. Et quand je commence à discuter, les patientes me disent on m'en a jamais parlé. Parce que il y a eu de l'infertilité. Alors, est-ce que ça change grand-chose en termes de prise en charge en PMA ? Non. Est-ce que ça change grand-chose pour la patiente juste de savoir d'où venaient ses douleurs ? Certainement. C'est important de le savoir. Est-ce que c'est l'endométriose qui les a causé une infertilité ? Ça non plus, on sait pas. Mais on voit bien qu'il y a encore pas mal de choses à faire et on sait pas si c'est vraiment ça qui a causé l'infertilité ou pas. Donc, on dit que 30 à 40% des femmes qui ont l'endométriose peuvent avoir un trouble de la fertilité. Je pense que c'est des pourcentages à prendre avec des pincettes parce que tant qu'on sait pas qui a de l'endométriose et qui en a pas et quelle est vraiment l'incidence de cette maladie en France, ces pourcentages, ils veulent pas dire grand-chose en fait. Là, ce qu'on diagnostique, c'est celles qui ont mal. Mais celles qui ont pas mal, elles représentent combien de la population ? Une maladie qui touche une femme sur 10. Et pourtant, il faut encore 7 à 10 ans pour poser un diagnostic. Les premières douleurs remontent souvent à l'adolescence. Et chacune semble vivre un parcours complexe avant de savoir qu'il s'agit d'une maladie. Les femmes qui ont témoigné dans ce podcast vont nous en parler. Écoutez d'abord Naya, qui nous raconte l'apparition de ses menstruations à l'âge de 14 ans et le début des problèmes. Oui, alors je m'appelle Naya, je suis en formation de monitrice éducatrice et l'année prochaine je passe aussi le diplôme d'éducatrice spécialisée et j'ai 23 ans. Alors le parcours au niveau de la douleur, ça a été très laborieux. Enfin, j'ai commencé à avoir mes règles à 14 ans et dès le début ça a été des douleurs très intenses où j'ai pu perdre connaissance dès les premières douleurs. Je vomissais, j'étais vraiment dans un état, on va dire, second. J'ai commencé, je pense, dès 16 ans à prendre de la codéine pour calmer les douleurs parce qu'il y avait rien d'autre qui pouvait fonctionner. Après, j'ai eu beaucoup de moments où la douleur elle était tellement en moi que je savais même plus vivre normalement quand ça allait. Je trouvais ça bizarre. Enfin, j'étais perdue sans ma douleur parce qu'elle m'accompagne
depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 et ça fait très longtemps que la douleur, elle est avec moi et je sais pas trop, des fois quand elle est pas là et que j'ai une journée sans douleur, c'est compliqué. Au début, c'était vraiment au début de chaque cycle et pendant le cycle. Et après, le moment où je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait être hors règle, c'est une fois où je suis partie à l'école et ma mère, elle me dit non, mais t'as pas tes règles, t'as pas mal au ventre, c'est pas possible. Je lui dis, si, je me sens vraiment pas bien. Elle m'a dit, prends un médicament, ça va aller. Et à l'époque, j'étais au lycée à Tyros et il y avait un seul bus pour aller à l'école. Et en fait, sur le chemin, j'ai perdu connaissance tellement que j'avais mal. Et ce jour-là, je crois que j'ai perdu 4 ou 5 fois connaissance et on m'a amené aux urgences. J'ai été sous morphine. Et les médecins me croyaient pas, en fait, au début parce que j'avais pas mes règles. Enfin, ils pensaient que je voulais juste pas aller à l'école. Et en fait, quand ils m'ont vu perdre connaissance et voir mon ventre limite de femme enceinte tellement qu'il avait grossi, ils se sont rendus compte que oui, j'avais vraiment mal. Mais sans me donner plus d'explications, on me parlait pas d'endométriose, on me parlait de rien. Enfin, au début, on m'a parlé d'appendicite, mais c'était pas du tout ça. Moi, je savais qu'il y a un truc qui allait pas, mais ça a été ultra long qu'on me prenne au sérieux et qu'on me dise mais ouais, mais là t'as vraiment mal. Alors l'impact que ça a vraiment eu, c'était lors de ma terminale, parce qu'avant je gérais un peu, j'arrivais à gérer ma fatigue parce que ça engendrait énormément de fatigue chronique. Et en fait, en début terminale, je sentais que mon corps il commençait à me lâcher. Et mon médecin, il a jamais voulu m'arrêter à l'école en me disant non mais Naya tu vas pouvoir, parce qu'il me connaît depuis que je suis toute petite en fait. Et il sait que à des moments j'ai pas envie d'aller à l'école et que je suis pas très scolaire, donc il savait que fallait me pousser aussi un peu. Mais au final, un jour je suis arrivée et il m'a dit non mais là ça va pas du tout, on va t'aliter. Donc en fait, durant l'année de terminale, j'ai été alitée 3 fois 2 semaines où je pouvais carrément pas bouger. Donc déjà je ratais les cours. Et en plus, au niveau social, ça a totalement impacté parce que mes copains, ils comprenaient pas parce que j'avais pas d'explication à leur donner. Je leur disais, oui, je suis juste fatiguée et j'ai mal au ventre. Et en fait, la plupart, ils comprenaient pas et ça a été beaucoup de moqueries et de reproches alors que j'étais juste pas bien et que je pouvais pas faire autrement. Et après, on m'a énormément aussi soutenue. J'ai eu des copines qui venaient me voir tous les jours, qui m'apportaient les cours. Donc oui, ça a eu pas mal d'impact. Après, en fin de terminale, il a fallu passer le bac et c'était l'année Covid. Donc moi, avec mes notes, je suis partie au rattrapage. Bon, j'ai eu mon bac et tout ça, mais c'est vrai que au niveau des cours, moi, j'avais aucune notion. J'avais raté plein de cours, donc j'étais un peu perdue. Heureusement que à l'oral, je gère et que j'ai quand même pu lire en travers certains cours. Mais ça a eu surtout un impact sur mes études sup où Parcoursup, en fait, ils ont vu mon dossier et mon dossier médical, il est pas parti en même temps que mon dossier scolaire. Donc en fait, ils ont juste vu mes absences. Et le fait que j'étais pas du tout assidue au niveau des cours, aucune fac ne m'a prise, aucune école ne m'a prise. Et en fait, je me suis retrouvée sans rien. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça a un vrai impact. Alors qu'avant, je relativisais toujours. Maintenant, donnons la parole à Ariane. Donc, je m'appelle Ariane, j'ai 26 ans, je suis née à Créteil, en Île-de-France, pour ceux qui connaissent. Alors, je suis issue d'un parcours en gestion de projets humanitaires. J'ai pu travailler avec différentes structures, associations, organismes du médico-social. J'ai travaillé sur des thématiques de lutte contre l'isolement social, d'accès au logement et plus récemment de santé mentale. Donc, aujourd'hui, je suis notamment médiatrice en santé mentale. Alors, les plus lointains souvenirs, on va remonter à mes toutes premières règles, donc 13 ans de mémoire. J'ai le souvenir qu'effectivement, j'étais une des seules de mes copines à avoir des règles douloureuses. J'avais pas l'impression que mes copines, du coup, avaient des règles aussi intenses et qui, parfois, ne me permettaient pas d'aller à l'école. Après, j'ai vite été sous pilule. Donc c'est vrai que pendant cette période, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des crises ou des douleurs intenses. Par contre, effectivement, j'ai toujours eu des problèmes intestinaux, de l'aérophagie vraiment à répétition et très quotidien, mais sans faire le lien avec une maladie quelconque et sans consulter non plus spécialement de personnel médical. Par la suite, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Donc ça, j'avais environ, je pense, 18 ans. Les douleurs, évidemment, là, sont revenues en fanfare. Donc, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Et au cours de mon parcours professionnel, j'ai été, on va dire, très embêtée. C'est un euphémisme par rapport à ces douleurs où je devais négocier du télétravail, me poser un arrêt aussi, quand c'était possible, avec mon médecin traitant. Et enfin, voilà une partie du vécu de Marion pendant son adolescence.
Donc moi, c'est Marion, j'ai 29 ans. Je suis née à Paris, en Île-de-France également. Je viens du coup de la protection de l'enfance initialement. J'étais éducatrice spécialisée et puis après, je suis devenue chargée de projet dans un dispositif de lutte contre l'isolement. Et toute mon adolescence, depuis que j'ai été réglée, donc depuis l'âge de 11 ans, je faisais des malaises chaque mois dès que j'avais mes règles. Donc en primaire, parce que j'ai commencé en CM2 à les avoir, primaire, collège, lycée, les pompiers venaient me chercher une fois par mois pour m'emmener à l'hôpital. Bien sûr, je ressortais toujours de la même manière avec un sucre et un petit peu de menthe sur le sucre et aucun diagnostic posé. Du coup, il apparaît important de dépister dès l'adolescence. Et dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, lancée en janvier 2022 par le ministère des Solidarités et de la Santé en France, il parle d'un dépistage aussi précoce que possible de cette maladie. Les milieux scolaires et professionnels devront être sensibilisés. Ils évoquent aussi l'inscription dans le carnet de santé sous réserve d'un avis favorable du Haut Conseil de la santé publique. Pour rappel, le terme endométriose est proposé en 1927 par l'obstétricien américain John A. Sampson. Il désigne ainsi la maladie, mais elle a été décrite sous de nombreux noms avant cette date. Pourtant, pendant 160 ans, elle reste méconnue et peu enseignée. Elle rentre dans le tronc commun des études médicales en France, soit au 2e cycle ou 4e année, en 2020 seulement. Bon, par contre, les douleurs très fortes pendant les règles, elles sont décrites depuis l'Antiquité. Ça, c'est Daniel Weinman qui le dit en 2023. Il est directeur de recherche à l'INSERM. Cependant, dans les années 90 encore, concernant les règles douloureuses, le sujet est tourné en dérision et minimisé à l'écran. Et aussi dans le corps médical, paramédical, la prise en charge n'est pas optimale, et ce sujet n'est mis sur la table que dans les années 2020. Pourquoi alors ce silence organisé, cette évolution tardive ? Sophia nous répond. Alors, quels sont les obstacles ? Je pense que c'est une maladie qui est liée à la femme et qu'il y a quand même un historique sur la santé de la femme, quand même il y a un petit peu de retard. En fait, ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime, les règles, c'est considéré un peu comme tabou. On n'en parle pas souvent. Enfin, même moi, je me souviens, quand j'étais jeune, t'avais tes règles, t'avais douleur. Enfin, en fait, vraiment, c'était tabou, quoi. On n'en parlait pas trop, ça faisait sale. En plus, on le disait pas trop devant les garçons parce que du coup, ils se moquaient. Enfin, bref, c'était particulier. Et même dans beaucoup de religions, les règles, c'est considéré comme quelque chose de sale, c'est pour évacuer. Et donc déjà, avoir des douleurs et les règles, déjà, on n'en parle pas trop parce que c'est tabou. Je pense aussi que, comme je disais, c'était une maladie qui est liée à la femme, et donc la douleur et la femme, c'est quand même particulier. Notamment la douleur à l'accouchement. La femme accouche, elle a mal, donc forcément elle a ses règles, elle a mal, c'est dans la suite logique un peu du package être une femme aujourd'hui. Donc je pense que ça a énormément joué. Et parce que ça a énormément joué, en fait, de manière systémique dans la société, pour tout le monde, c'est OK. On n'en a pas fortement parlé à la fac de médecine. Okay, et ça, c'est hyper important de le dire. Du coup, quand vous allez voir votre professionnel de santé, médecin, sage-femme ou autre, eux, finalement, ils ont les mêmes représentations que vous. Ils ont sûrement une sœur ou une cousine qui a très mal et que tout le monde dans la famille a dit c'est normal. Et il y a un truc aussi dans l'intimité, c'est que parfois on sort du cadre médical. C'est-à-dire que dès qu'on sait pas, on se compare à ce qu'il y a à côté, etc. Et du coup, on donne notre avis d'être humain, parce que avant d'être des professionnels de santé, on est des êtres humains. Et donc, on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous et donc on a un avis là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout objectif, c'est subjectif. Et je pense que ça, c'est les principaux facteurs qui font qu'il y a eu un retard. Donc ça touche à l'intime, c'est tabou, et c'est une maladie de femme, et la douleur et la femme, on n'y est pas encore. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'était historique. Parce que il y a plein de choses à dire, notamment sur aussi la formation des professionnels de santé. En fait, il y a double problème. Le premier, c'est que déjà, la patiente, avant d'aller consulter pour des règles douloureuses, c'est long parce qu'elle-même, elle pense que c'est normal et qu'avant d'aller consulter, généralement, elle en parle autour d'elle et que tout le monde lui dit que c'est normal. Et généralement, pendant longtemps, elles allaient consulter quand on en était au point de s'évanouir ou pas aller au travail. Donc à des stades vraiment avancés. Ensuite, dès qu'elle prenait son courage à deux mains, ou donc dès qu'elle estimait que c'était quand même abusé et qu'elle allait voir un professionnel de santé, celui-ci, la majeure partie du temps, il lui disait que c'était normal et que c'était un peu le fait d'être une femme et que prenez Doliprane anti-inflammatoire, ça va passer. Et que ensuite, après une grossesse, ça ira mieux. C'est ce qu'on entend très souvent. Et donc, on se retrouve avec double peine, en fait. On pense que c'est normal, le professionnel de santé nous dit que c'est normal, on souffre en silence, et puis... Et ça, c'est problématique dans la vie d'une femme, parce que du coup, on a tendance à se dissocier un petit peu de son corps, de son rapport à la douleur, parce qu'avoir mal comme ça tous les mois, on se pose aussi des questions sur notre corps de femme, pourquoi il nous fait ça. Donc, je trouve que ça a des impacts ensuite sur la santé globale de la femme. Et on le voit, Et ensuite, donc ça, c'est le premier. Et ensuite, il y a l'imagerie. L'imagerie, il y a une étude qui a montré récemment que
une imagerie sur 2 ne donnait pas d'informations fiables dans les formes précoces de la maladie qui représentent 70% des endométrioses. Et en fait, le diagnostic d'endométriose, c'est une vraie spécialité. C'est dur de voir l'endométriose à l'écho, c'est dur de voir les adhérences, les nodules, et ça nécessite un diplôme particulier que très peu de personnes ont, parce que ça fait pas longtemps qu'on a créé CDU. Après, tous les professionnels de santé n'ont pas découvert non plus l'endométriose en 2020. Par exemple, vous avez des centres de référence comme Tenon à Paris ou l'hôpital Cochin. Eux, leurs échographistes, ils savent diagnostiquer depuis bien longtemps. Mais c'est parce que, en fait, dans l'hôpital, à un moment donné, dans leur histoire, ils se sont spécialisés dans l'endométriose, ils se sont formés. Mais c'est dommage parce que tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'est pas à côté de l'hôpital Tenon et de l'hôpital Cochin. Et donc, le fait de mettre l'endométriose dans le cursus de manière officielle, c'est un grand pas en avant parce que du coup, ça permet aussi d'avoir une égalité dans toute la France et que tous les professionnels de santé soient formés. Ça, c'est hyper important et c'est une belle avancée. Dans les études médicales, une fois la spécialité gynécologie acquise, voilà ce dont le docteur Mingeot se souvient. Moi, dans mon bouquin d'internat de gynéco, l'endométriose, c'était 1 ou 2 pages. C'était assez court. Le bouquin de gynécologie, il fait, 250 pages ou 300. Et c'est vrai que le chapitre, à mon époque, consacré à l'endométriose, il était plutôt court. Donc, quand on a fini notre internat, on a plusieurs sujets qui peuvent nous intéresser. Donc, on fait des diplômes complémentaires. Celui de l'infertilité, il est assez long et on doit faire des terrains de stage spécifiques. Et en ce qui concerne l'endométriose, il y a des diplômes universitaires qui permettent d'approfondir un petit peu les connaissances. Ces diplômes qui concernent l'endométriose, ils sont assez récents pour la plupart et souvent de bonne pédagogie. Voilà, donc il y a pas mal aussi de jeunes gynécos qui se forment et c'est top. Avant même de recevoir un diagnostic, il faut convaincre. Convaincre qu'on a mal. Convaincre qu'on mérite d'être écouté. L'errance médicale, c'est ce vide entre la douleur et autres symptômes reliés à la maladie et leur reconnaissance. Voilà le point de non-retour qu'a connu Naya à ses 18 ans et l'obtention enfin de son diagnostic après 4 années d'errance durant son adolescence. Donc à 18 ans, je suis arrivée dans le bureau de la gynéco, je lui ai dit non mais là en fait, soit vous faites quelque chose, soit moi je fais quelque chose et ça fait j'étais vraiment à bout en fait et je pouvais plus vivre comme ça, j'étais fatiguée tout le temps. Enfin, j'ai tendance à énormément faire la fête, j'adore sortir, je suis jamais chez moi, j'adore être avec mes copines, être avec ma famille, faire des repas et en fait, c'était plus du tout possible pour moi et la gynéco elle m'a dit parce qu'elle me prenait pas du tout au sérieux avant et en fait là elle m'a dit je vais céder à votre caprice en gros et il y a la clinique Tivoli à Bordeaux. Donc là, j'avais 18 ans et en fait, quand je suis arrivée dans le bureau de cette gynéco, je me souviens toujours, je me suis assise et elle m'a dit, déjà, avant tout, nous, on te croit, on sait ce que tu vis, on sait que ça peut être compliqué. J'ai même pas à te faire passer de scanner ou d'IRM. Tu as de l'endométriose, on le sait. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc, c'est la première fois que là, on m'a dit à 18 ans, là, t'en as. Ces douleurs ne sont pas imaginaires. Elles s'invitent partout. Dans la salle de classe, dans les relations sociales à l'adolescence et l'on grandit avec. Elles coupent l'élan, ralentissent les projets, isolent. C'est le début d'un long parcours où la douleur reste souvent sans nom. Jusqu'au moment où, enfin, une rencontre, un échange, une lecture vient éclairer l'hypothèse et aussi briser l'isolement. C'est grâce à sa rencontre avec Marion qu'Ariane s'est relevée et a entamé de nouvelles démarches pour obtenir un diagnostic. Par rapport à tous ces symptômes que je n'associais pas spécialement aux règles, toutes les douleurs au niveau du ventre dont je t'ai parlé, les douleurs au niveau du dos, les changements d'humeur, voilà, et je pourrais faire une liste très très grande, je les associais pas à tout ça. C'est quand j'ai rencontré Marion, on a travaillé du coup sur un poste en tant que coordinatrice sur un dispositif de lutte contre l'isolement. Je l'ai rencontrée, j'ai pu voir son quotidien par rapport à l'endométriose et elle a vite compris que j'avais des symptômes assez similaires aux siens. Donc on a beaucoup parlé de ce sujet-là et petit à petit, je me suis dit que c'était peut-être temps de rencontrer des professionnels dans ce secteur. Alors du coup, je reprends la parole pour faire le lien avec ce que Ariane disait. C'est vrai que sur notre poste en commun, on s'est rencontrés donc en 2023 et très vite, elle a eu ses premières règles comme toute femme, 1 fois par mois. Toute femme en tout cas qui est réglée normalement. Et très vite, en fait, je me suis aperçue qu'elle souffrait déjà énormément, qu'elle était dans des états vraiment à la limite du malaise. Pour tout vous dire, une fois, elle a même pas pu rentrer chez elle normalement, prendre sa voiture. Il a fallu qu'on la dépose chez elle. Et je me suis dit, c'est absolument pas normal. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait des examens. Ça a fait beaucoup écho à ce que moi j'avais pu vivre, les moments où j'ai fait des malaises.
Du coup, les effets un petit peu de malaise qu'elle pouvait ressentir, c'est quelque chose que moi j'ai traversé. Je me suis sentie très seule pendant mon diagnostic et c'est vrai que tu confirmeras, Ariane, mais j'ai eu l'impression de la prendre un petit peu sous mon aile parce qu'en fait, j'ai pas eu envie qu'elle revive ce que moi j'avais vécu et c'était important de pouvoir la sensibiliser un maximum, de pouvoir lui donner les informations que moi j'avais trouvées, tout ce que j'avais vécu pour éviter qu'elle se sente isolée comme j'avais pu me sentir. Et voilà. Du coup, c'est intéressant ce que vous dites. C'est là qu'on voit que la solidarité de manière générale, mais aussi la solidarité entre femmes est importante. Oui, bah bien sûr, je rebondis sur ce que tu dis, Marion. Heureusement que tu étais là. C'est vraiment petit ange gardien qui m'a aidé déjà à justifier mes douleurs. Parce que c'est vrai on peut se sentir vachement isolé si on n'a personne autour de nous qui ressent la même chose. Parce que parfois, c'est tellement des symptômes qui peuvent varier aussi, qui peuvent, dans la tête de beaucoup de personnes qui sont pas du tout en lien avec les menstruations. Du coup, ça m'a vraiment fait du bien pour le coup d'avoir une oreille attentive. Et surtout, que tu m'as motivée à continuer mes examens. Mais donc ça, on en parlera au niveau de mon parcours assez tumultueux. Alors, je remonte peut-être une petite année avant de rencontrer Marion, où j'avais pu quand même voir 2 gynécos différentes. Une, où j'avais eu un très mauvais échange parce que c'était compliqué de décrire au début mes douleurs. Et quand j'ai réussi à décrire les crises, on m'a directement proposé une solution hormonale sans me faire passer aucun examen. Donc une solution hormonale qui nécessitait que j'avais plus du tout mes règles. Donc psychologiquement, pour moi, c'était très compliqué de stopper totalement mes règles et aucune autre proposition m'a été donnée. C'est vrai qu'à cette époque-là, je n'ai pas pris cette pilule d'ailleurs et j'ai pas continué. J'ai un peu abandonné. Donc j'avais des médicaments antidouleurs par-ci par-là, qui faisaient un peu effet selon les mois. Et quand j'ai rencontré Marion, j'ai pu revoir une autre gynéco. Alors au début, j'avais un kyste à une des ovaires. Alors ce kyste, il s'est vite résorbé. Au début, on m'avait dit que mes douleurs étaient dues à ce kyste, mais elles ont évidemment continué bien après. Alors Marion m'a orientée vers un centre spécialisé sur l'endométriose pour commencer à faire des examens médicaux, donc échographie, etc. J'ai pu faire une échographie, on n'a rien vu apparemment sur cette échographie et j'ai eu un sentiment d'abandon assez énorme parce qu'on m'a redirigée vers personne. Donc j'ai eu cet écho qui n'avait rien, mais mes douleurs étaient toujours là et je ne savais pas trop quoi faire. Du coup là j'ai eu aussi des moments où j'ai failli abandonner plusieurs fois, mais heureusement que Marion était là pour me remotiver. Ça a duré 2 ans, on va dire, tout ça. Et très récemment, j'ai fait une IRM pelvienne grâce à une ordonnance de mon médecin traitant qui m'a suivi par rapport à ces douleurs, qui me donnait des antidouleurs, qui n'est pas spécialiste du coup, mais qui m'a quand même prescrit une IRM pelvienne. Un gastro-entérologue aussi que j'ai vu parce que moi je dissociais vraiment mes problèmes intestinaux et mes problèmes de douleurs de règles. Et ils ont commencé un peu à faire le lien. J'étais vraiment contente d'être tombée sur des professionnels qui avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient en tout cas. Et cette IRM pelvienne m'a diagnostiqué endométriose stade 1. Alors je le dis comme ça, mais je sais pas encore exactement ce que ça signifie. Je crois comprendre que c'est dans un seul compartiment. J'ai vu aucun médecin quand j'ai été diagnostiquée. Et très récemment, j'ai vu un médecin, un gynéco, il y a quelques jours, justement pour lui donner le compte-rendu de cette IRM pelvienne pour mieux comprendre et puis savoir la suite, le traitement, s'il y en a un ou pas. Moi, j'avais des informations personnelles, donc par Marion, par Internet, par d'autres connaissances, mais sinon, je ne savais pas. Bon, ce gynéco, on a eu un échange très compliqué. Apparemment l'endométriose est à la mode, je ne savais pas. Déjà, j'ai eu un accueil assez compliqué, très jugeant. Directement, on m'a demandé si j'étais, alors j'utilise le terme, si je le prononce bien, hormonophobe, contre les hormones. J'ai même pas eu le temps d'expliquer mon parcours, donc je me suis sentie attaquée. Là, à ce moment-là, on se retient de pleurer ou de faire une crise de colère ou même de partir physiquement du cabinet. C'est très émouvant quand même quand j'en parle parce que c'est très récent pour le coup. Et après, je crois que, en plus, je l'avais raconté à Marion. J'étais tellement résignée que je me suis même pas mis en colère. Petit rappel nécessaire du docteur Mingeot face à ses parcours. Alors c'est vrai que dans la prise en compte des pathologies gynécologiques, parce qu'on savait pas, il y a peut-être une vingtaine d'années, il y a des pathologies qu'on connaissait peu ou mal. Et donc, c'est vrai qu'il y a des raccourcis qui ont été faits certainement. C'est dans votre tête, c'est pas grave. Ça, beaucoup de patientes l'ont entendu. Mais en fait, j'avais une chef de service quand j'étais à Paris qui me disait, avant de dire aux gens que c'est dans leur tête, trouvez ce qu'ils ont. Et ça m'a marqué. Et je me dis toujours, il faut vraiment s'attacher à bien écouter les patientes pour essayer de trouver avec elles la solution à leur pathologie. Mais concrètement, aujourd'hui,
Où en est-on en France sur le diagnostic et la prise en charge ? La parole est au docteur Minjot. Maintenant, grâce aux radiologues notamment, on ne diagnostique plus l'endométriose de la même façon. Avant, on faisait ce qu'on appelait des célioscopies diagnostiques, c'est-à-dire qu'on faisait une opération aux patientes de façon quasi systématique, et c'est comme ça qu'on donnait la stadification de l'endométriose. C'est encore le cas dans certains cas, mais pas toujours. Et en fait, maintenant, c'est vrai qu'on fait plus le diagnostic par l'interrogatoire. On a même des scores qui sont apparus. D'interrogatoire, il y en a plusieurs, et par l'imagerie, ce que je disais, qui a beaucoup progressé, notamment par la technique et aussi par, on va dire, l'œil du radiologue qui est de plus en plus performant. Voilà, ce que j'explique aussi parfois en consultation, c'est que on ne traite pas des images, mais ça c'est valable un peu dans beaucoup de choses en médecine, c'est qu'il faut traiter, c'est le symptôme et pas l'image. Alors, des fois oui, mais voilà, souvent il faut essayer d'écouter la plainte du patient, même si l'imagerie nous aide beaucoup et dans beaucoup de choses, c'est le symptôme qui doit être traité et soulagé. Voici maintenant quelques précisions sur ce sujet par Sophia. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas été formé en imagerie et que même s'il y a une grande évolution, c'était pas partout dans le territoire. Et il y a une grosse inégalité du coup entre les femmes. Il faut connaître le bon professionnel de santé qui vous adresse au bon endroit. Et donc ça, malheureusement, c'est pas encore. Et là, ce qui se passe récemment, c'est ça. C'est une espèce d'homogénéisation de la prise en charge qu'on voit apparaître. Et donc ça, c'est ultra positif, ouais. En effet, pour rappel, des filières endométriose s'organisent sur les territoires depuis 2019, annoncées par Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Elles ont été reprises dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose 2022-2025. Malgré des volontés politiques et des avancées certaines, notamment sur le diagnostic, la prise en charge, elle, n'est pas encore fluide partout et pour tout le monde. Mais concrètement, comment on la traite cette maladie aujourd'hui ? La parole est donnée au docteur Minjot tout d'abord. Donc en fait, l'endométriose, c'est vraiment, comme beaucoup de pathologies en médecine, c'est une prise en charge globale de la patiente. Donc nous, on va dire, notre outil principal, c'est un traitement hormonal parce que c'est vrai que c'est lui d'abord qui va, comme j'ai expliqué tout à l'heure, enlever les saignements menstruels, donc diminuer la pathologie. Et il faut savoir que nos patientes, en fait, elles sont dans des cercles de douleurs chroniques. Et en fait, il y a un moment, il faut arrêter le cercle vicieux parce qu'en fait, on a mal, plus on est fatigué, plus on est fatigué, plus on a mal. Enfin, voilà, on a des patientes vraiment qui sont dans ce cercle vicieux. Donc d'abord, c'est vrai qu'on essaye de traiter avec l'hormonothérapie et ensuite, et en même temps, j'ai envie de dire, il y a tout ce qui est autour parce qu'on sait qu'il y a plusieurs composantes, notamment que c'est aussi une maladie inflammatoire, l'endométriose, et donc c'est pour ça qu'on met en place des mesures diététiques avec le fameux régime anti-inflammatoire, qu'on sensibilise nos patientes aux perturbateurs endocriniens, qu'on sensibilise à l'importance de la mobilité pour les adhérences, donc par l'ostéopathie, la kiné, l'activité physique aussi très importante, puisque on sait que dans la gestion de la douleur, ça va avoir un impact. Donc voilà, on essaye vraiment de faire cette prise en charge globale, et aussi l'arrêt du tabac, j'ai oublié de le dire, mais il faut vraiment voir la chose, que ce n'est pas qu'une maladie hormonale, c'est une prise en charge globale que l'on fait dans l'endométriose, mais que l'on fait aussi maintenant dans beaucoup de maladies gynécologiques et en médecine en général. Je pense qu'on va plus vers une médecine globale, transversale, et ça, c'est bien. Bon, on a beaucoup de patientes qui viennent nous voir qui ont peur des hormones, pour de multiples raisons, parce qu'elles ont eu des contraceptions qu'elles ont mal tolérées, parce qu'elles ont lu, parce que y a une copine qui leur a dit que, etc. Il y a des craintes qui sont vraies, mais qui méritent d'être expliquées, informées. Souvent, c'est un manque d'information, donc on essaye de documenter la crainte. Nous, on n'est pas des pros médicaments, bien sûr. Moi, je préfère soulager ma patiente avec du sport, de l'acupuncture, une prise en charge diététique. Si ça marche, c'est top. Mais malheureusement, des fois, on a des patientes qui sont arrivées à des tels stades de douleurs chroniques et de pathologie qu'en fait, malheureusement, on sait que ça va être inefficace. Et après, c'est de la négo en fait, avec la patiente. Voilà, on fait la fameuse balance bénéfice-risque. On explique. Et puis surtout, de toute façon, le traitement, ça c'est pour plein de choses en médecine, il marche que si la patiente elle adhère. Si on n'arrive pas à la convaincre, elle va sortir avec l'ordonnance, mais le médicament, elle va jamais le prendre. Donc, on ne force pas les patientes à prendre des traitements hormonaux. On essaye, bien sûr, de trouver pour elles ce qui va leur correspondre le mieux. Parfois, on se trompe. Ça nous arrive. Des fois, on pense que ça va marcher, ça marche pas, et en plus, la pauvre, elle a des effets secondaires. On essaye autre chose. On n'a pas, malheureusement, des fois, le remède miracle du premier coup. Voilà, des fois ça demande du temps, de l'adaptation. Donc bien sûr, il y a une prise en charge globale
Mais des fois, on peut pas se passer de la chimie en fait et de l'hormonothérapie parce que les pathologies sont trop avancées. Et bien sûr, le médecin, lui, il préfère soigner la patiente avec des choses les plus douces et naturelles, mais parfois on peut pas y couper, quoi. Sophia va compléter ce que le docteur Mingeot a pu vous proposer. Alors, pour la douleur, je trouve qu'on néglige aussi parfois le médecin de la douleur, qui est hyper important. C'est une spécialité à part entière et c'est des gens qui sont vraiment passionnés pour aider les femmes à juste ne plus avoir mal. Et donc, faut pas négliger. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas cette spécialité. C'est les algologues, donc les médecins de la douleur. Ensuite, il faut aussi penser à tout le reste. La prise en charge globale de la patiente, l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion du stress, c'est hyper important. Je me souviens d'une femme que je suivais en préservation de la fertilité. Elle avait une douleur, mais vraiment, c'était la pauvre, elle avait mal tout le temps. Elle avait tout essayé, régime alimentaire, prise en charge, tout. Et vraiment, ça me faisait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle allait pas s'en sortir. Elle avait perdu beaucoup de poids. Je me suis même inquiétée pour elle. Je me suis dit, il faudrait vraiment voir le médecin généraliste pour un bilan. 6 mois après, elle est revenue. Elle m'a dit, j'ai quitté mon mec, j'ai plus mal. J'ai rencontré un autre mec, j'ai fait des rapports sexuels, j'ai pas du tout mal. Finalement, elle m'a raconté plus tard qu'elle était dans une relation un peu toxique. Et elle avait beau mettre tout en place, en fait, c'était ça. Et c'est fou parce qu'il y a des choses parfois qu'on néglige. Et parfois, je vois les patientes qui sont hyper strictes avec elles-mêmes, hyper dures. Je soyez pas dures, c'est une question d'équilibre. Mais le plus important, c'est comment vous vous sentez mentalement, dans votre environnement, dans le couple. C'est hyper important. Donc, la prise en charge des antalgiques, l'hygiène de vie, la contraception hormonale, en vrai, ça aide beaucoup. Encore faut-il qu'on la supporte. Ça, je suis d'accord. Il en existe des centaines, donc des fois, on peut essayer de trouver la bonne. Mais c'est vrai que quand on prend ça, ça met les ovaires au repos. Après, c'est pas une solution quand vous voulez des enfants, ça c'est sûr, faudra l'arrêter à un moment. Donc la contraception hormonale. Après, on peut être amené à avoir d'autres traitements pour des douleurs chroniques. Parce que quand on a mal tout le temps, tous les mois, les douleurs se chronicisent. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un rapport et que tu as l'endométriose et que tu as mal, au début, tu auras mal juste au moment du rapport et puis le rapport s'arrête, tu plus mal. La chronicisation, c'est que tu commences à avoir mal encore 1 heure après le rapport. Et puis, tu as mal, pas que dans le vagin, tu as mal au niveau des jambes après. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le temps et dans l'espace de la douleur. Et ça, c'est hyper important d'être pris en charge très tôt pour éviter que ça se produise, parce que du coup, là, c'est des antidouleurs qui sont plus complexes. Il y a parfois des antiépileptiques, parfois des antidépresseurs. Donc vraiment, la prise en charge le plus tôt possible, elle est hyper importante. Et moi, ce que je dis à mes patientes parfois, il y a un truc un peu particulier de la pilule. Est-ce qu'elles me disent non, j'ai pas envie de commencer la pilule? Je leur dis en fait, la pilule, si vous décidez demain de l'arrêter, il y a une certaine liberté aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre de me revoir en consultation pour l'arrêter. C'est-à-dire que si à un moment donné, au bout d'1 mois ou 2 mois, ça vous saoule, vous l'arrêtez sans avoir besoin de terminer la plaquette. Donc il y a une certaine liberté dans la pilule. Et ce que je leur dis parfois, c'est que, en fait, l'hygiène de vie, c'est dur. C'est très très dur parce que c'est un peu sortir aussi de sa zone de confort. Enfin, à un moment donné, se dire d'aller, alors qu'on a un boulot, que la vie elle est stressante, se dire d'aller, oh, et vas-y que je vais faire du sport, et vas-y qu'il faut que je mange mieux, et quand je suis au resto, il faut que je fasse attention. Oh, c'est lourd, c'est une charge mentale qui se rajoute. Et je leur dis, si en plus de ça, chaque mois, vous avez mal pendant 1 semaine, que pendant l'ovulation vous avez mal, ça fait trop. Donc des fois, je leur dis, prenez la pilule pendant 2-3 mois, commencez une routine, doucement, et ensuite, dès que la routine elle est bien installée, on arrête la pilule, on voit ce que ça donne. Et parfois, il y a des patientes qui sont à l'année 6 mois sous pilule, 6 mois sans rien. En fait, il n'y a pas de baguette magique. Chacun, c'est adapté à chaque personne. Parmi les traitements non médicamenteux ou soins de support, petit focus ici sur la kinésithérapie. Bon, je laisse les concernés définir leur métier. La parole est donnée à Joëlle. Bonjour, je m'appelle Joëlle, je suis kiné en libéral à Bayonne. La kinésithérapie, c'est assez vaste, c'est ce qui me plaît parce que moi j'aime bien, du coup, vous l'avez compris, le contact et le fait d'avoir la porte d'entrée du corps, le mouvement qui permet finalement de soigner ou d'accompagner des douleurs, mais aussi de faire des fois découvrir aux gens comment ils peuvent utiliser leur corps pour être mieux dans le quotidien. Ça me plaît beaucoup. Les kinés invités ce jour sont entre autres spécialisés dans la pelvipérinéologie, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis Sylvia, je suis kiné en libéral, je travaille à Tarnos et je suis spécialisée en pelvipérinéologie. C'est travailler dans la sphère pelvienne, tout ce qui est un peu lié à l'uro. Ça peut être du postpartum, ça peut être des douleurs pelviennes, sexuelles, des douleurs par exemple internes, et voilà. Sylvia va maintenant nous expliquer l'intérêt des soins de support comme la kiné dans l'endométriose. En fait, cette maladie, elle est chronique, invalidante et souvent elle est invisible aux yeux de l'entourage. Donc les soins support tels que les psychologues, l'alimentation et nous les kinés, on a vraiment une place indispensable pour aider à vivre cette maladie au quotidien. Par exemple, nous les kinés,
Par notre métier, nous pouvons accompagner les patientes de façon globale et nous sommes le pilier vraiment de l'éducation thérapeutique. En effet, l'éducation thérapeutique semble au centre de leur pratique, notamment en ce qui concerne la question de la douleur. Mais Joëlle va nous donner des précisions sur ce sujet. Alors, pour rompre le cercle vicieux de la douleur dans l'endométriose, il y a plusieurs possibilités. En plus du travail que l'on effectue au cabinet avec la patiente, localement, on va dire directement, il y a l'éducation thérapeutique dont ma collègue Sylvia a parlé précédemment, qui est très importante puisqu'elle permet avec différents outils comme la respiration, la relaxation et l'activité physique, justement de couper un petit peu ce cercle vicieux. Alors, je vais un peu détailler l'activité physique. Parce que souvent les gens, on se dit il faut bouger, que ça fait du bien, mais en fait c'est un peu plus précis et scientifique que ça, et très important dans l'endométriose. C'est que l'activité physique d'endurance permet de diminuer l'inflammation globale de l'organisme, et l'endométriose entraîne une inflammation permanente et globale du corps. Et l'activité physique en travail de mobilité et de renforcement musculaire permet de shunter le message douloureux en fait au niveau central, au niveau du cerveau. Tout ça, ça a été donc prouvé et nous, on le met en place au cabinet, on l'apprend aux patientes, on leur montre différents exercices et on les incite à trouver aussi une activité qui, dans leur vie quotidienne, puisse retrouver un petit peu toutes ses qualités de façon à ce qu'elles puissent diminuer la douleur de manière autonome. Justement, un peu tout le travail et tout ce qu'on a expliqué avant, un des buts majeurs de la kinésithérapie dans l'endométriose, c'est que les patientes deviennent autonomes et ne viennent plus nous voir en fait. Parce que comme c'est une maladie chronique qui va les accompagner quasiment toute leur vie, le but c'est qu'elles arrivent à gérer par rapport à la douleur évidemment. Sylvia, je vois que tu me fais des signes, tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Oui, en fait, je voulais rappeler à tout le monde que c'est tout simplement l'image du curseur où on augmente et descend le volume. Donc la patiente, elle a sa boîte à outils, elle va utiliser ce qu'elle a besoin et elle peut descendre le curseur de sa douleur. Amélie va nous faire maintenant un focus plus précis sur les questions des douleurs chroniques et des leviers existants. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis kinésithérapeute avec une spécificité exercice en pelvipérinéologie. Donc j'exerce dans un cabinet libéral du côté de Ondres. Alors les kinés, ils ont un rôle à jouer extrêmement important. Déjà, il faut expliquer ce que c'est que la douleur chronique ou persistante aux patientes et les leviers sur lesquels on peut y jouer. Par exemple, le stress, le sommeil font partie intégrante de cette douleur chronique. Et ça, c'est des choses que les patients ou patientes ne sont pas au courant. Ce qui permet de recentrer un petit peu sur le patient des choses qu'il va pouvoir mettre en place en plus que de la médication ou que de l'alimentation, qui est très bien, voilà. Mais ça va rajouter des choses. Le fait d'expliquer que en fait, il n'y a pas toujours de lien malheureusement entre lésion et douleur, ça permet aux patients de pouvoir mieux gérer l'intensité de leur volume de la douleur. Et cette intensité va être augmentée ou diminuée par un meilleur sommeil ou un moins bon sommeil, ou par une activité physique ou une sédentarité, ou par un stress fort ou faible. Et ça, quand la patiente elle a compris que sur ces douleurs, il y a une intensité qui peut varier grâce à d'autres paramètres qu'elle peut essayer d'améliorer, et en fait, elle reprend possession de son corps, de ses douleurs, et de savoir que en fait, c'est pas sa maladie qui progresse, mais c'est juste une question d'intensité, de douleur grâce à tous les paramètres qu'elle peut jouer. Et l'angoisse de l'apparition de la crise ou de la douleur est beaucoup plus faible. Bon, et enfin concrètement, comment elles agissent dans leur prise en charge en direct avec les patientes ? Alors, c'est assez simple. Elles arrivent avec leur ordonnance. On fait un bilan dans lequel on a un entretien oral et on a un examen clinique physique approfondi dans lequel on va déterminer la problématique de la patiente et ensuite on va avoir des objectifs thérapeutiques. Alors pour ça, nous, on a différents outils une fois qu'on a fait tout ça. Donc on a de la thérapie manuelle abdominale qui permet de lever les adhérences qu'il peut y avoir dans l'endométriose. On fait aussi de la mobilisation tissulaire. Pour éviter ces adhérences, on vient mobiliser les différents tissus pour que la patiente puisse continuer à faire ses mouvements quotidiens sans que ces adhérences tirent trop fort. Ensuite, si la patiente a des douleurs au niveau des rapports sexuels ou des douleurs au niveau vaginal,
On vient de faire de la thérapie manuelle ce qu'on appelle en endocavitaire, en endovaginal. Alors évidemment, seulement si la patiente elle est d'accord, donc on demande quand même son consentement évidemment. Et puis je profite de ce temps de parole pour dire que seuls les professionnels de santé, kinés, sages-femmes et médecins ont le droit de travailler en endocavitaire, en endovaginal. Voilà. Donc là, on vient pareil, étirer les tissus, les masser, travailler autour des ligaments du col, enfin tout ce qui va permettre une meilleure mobilité lors d'un rapport sexuel par exemple. On fait évidemment des programmes d'activité physique qu'on va améliorer et qu'on va faire de manière progressive en fonction de l'inflammation de la patiente. Voilà en gros nos techniques globales. Joël, je voulais te poser une question particulière. Comment tu appréhendes le corps douloureux d'une personne souffrant d'endométriose et son appréhension au toucher, par exemple ? Alors ça, en fait, ça s'anticipe, on va dire, par rapport à ce qu'a dit Amélie tout à l'heure quand on fait le bilan, qui est oral et physique. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, en premier lieu, de discussion avec la patiente sur ses douleurs, comment elle est avec son corps. Dans le bilan, il y a pas mal de questions assez précises, donc on se fait une idée. Et ensuite, moi, je sais que j'explique beaucoup ce que je vais faire, demandant toujours à la patiente si elle est d'accord ou pas. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail verbal, en fait, pour bien se rendre compte de ce qu'on va faire. Et ensuite, je module l'intensité. D'abord, quand on touche un corps douloureux, déjà, il y a le contact du toucher, douloureux ou pas, c'est pas forcément facile. Nous, on est très habitués, mais c'est pas forcément facile pour la patiente qui est avec nous. Donc, ça va déjà être juste un toucher d'écoute pour voir les sensations. Moi, j'ai toujours un contact visuel. Je regarde les réactions physiques, mais aussi au niveau du visage de la personne. En fait, c'est assez intuitif. Nos mains sont pas mal développées à ce sujet-là. Et donc, c'est vraiment des mains qui écoutent au niveau physique et visuel. Et en fait, on va moduler l'intensité en fonction des réactions de la patiente. Des fois, il y en a qui verbalisent, mais il y en a, ça peut passer par, ils ont chaud, froid, des réactions plus visuelles. Et moi, je sais que j'accorde beaucoup d'importance à expliquer ce qui va se passer, ce que ça peut entraîner comme réaction. Je pense que si on rassure beaucoup la personne, déjà, le stress du toucher diminue et même la douleur que ça peut impliquer, parce qu'en fait, on sait que c'est normal et je leur dis toujours, mais dites-moi si ça va pas, si ça va. En fait, je suis là pour écouter et adapter. Et par rapport au toucher endocavitaire, donc le travail interne, il existe des crèmes anesthésiantes qui permettent vraiment de faciliter l'intromission quand on fait un travail interne vaginal. Et c'est pareil, il y a tout un travail préparatoire psychologique. On fait pas ça à la première séance. En général, on fait ça au bout de même 2-3 séances. On travaille d'abord par l'externe et selon comment est la patiente. Dans les cas de douleurs très importantes, par exemple au rapport sexuel, ça entraîne obligatoirement un stress psychologique. Donc des fois, ça peut prendre 10 séances où en fait, on va aller travailler plutôt tout ce qu'il y a autour. Des fois, que de la mobilité avant d'aller vraiment masser ou s'approcher de la zone, parce qu'en fait, ça entraîne tout un tas de réactions et de références même au niveau psychologique, en plus de la douleur locale physique. Donc, en fait, on prend le temps. On prend le temps qu'il y a besoin pour que la personne elle soit prête à accepter les techniques à faire. Et si une fois c'est ok, mais la fois d'après, pour différentes raisons, c'est pas possible, c'est pas grave. Il y a tellement de choses à travailler que on aura toujours des outils à utiliser. Mais vraiment, il faut qu'il y ait un accord et une adhésion de la patiente sur ce qui va se passer. Donc on prend bien le temps d'expliquer et s'il faut, si on peut faire ça qu'au bout de plusieurs séances. Des fois, moi, je dis aux patients, je peux poser la main sur le ventre, par exemple, s'ils ont leur main sur le ventre, s'ils ont des douleurs viscérales, pour qu'ils se rendent compte de la puisse que ça fait. Voilà, pour qu'ils se réapproprient un peu tout ça. On va laisser maintenant Ariane témoigner de son expérience concernant ses soins de support et notamment vis-à-vis de sa kiné. Moi, j'ai eu la chance, par contre, dans ce parcours-là, de rencontrer une kinésithérapeute, une ostéopathe qui m'ont parlé des bienfaits de cette pratique-là sur ces douleurs-là, sur l'endométriose. Donc, je les ai vues à différents moments, à différents intervalles. Donc, je savais que les médecines douces pouvaient être en complément ou pouvaient aider. Sur le court terme, je pense que je vais retourner voir ma kiné, qui avait été une oreille vraiment hyper attentive, très bienveillante. Et elle a aussi un projet de sensibilisation justement sur cette maladie, qui est très très intéressant, où elle fait des conférences. Donc j'ai l'impression que là-bas, j'ai été comprise. À l'époque, quand je l'ai rencontrée, je n'étais pas encore diagnostiquée. Donc là, avec le diagnostic, je pense qu'elle va pouvoir adapter au mieux ma prise en charge.
Pour conclure, chaque intervenant de ce podcast a un message à faire passer en termes de sensibilisation et d'éducation auprès de tous et toutes. D'abord avec le docteur Mingeot. En fait, on sait que c'est des patientes qui vont avoir des douleurs au quotidien, qui parfois impactent leur vie professionnelle, etc. Et donc, dans ces cas-là, c'est bien de lever le tabou, de libérer, entre guillemets, la parole et d'expliquer aussi parfois au travail qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, parce que bien sûr, le collègue, il peut vite faire un raccourci. Oui, elle, à chaque fois qu'elle a ses règles, elle a mal. C'est trop facile. Bon, si on explique, c'est toujours mieux. De sensibiliser aussi les compagnons quand les patientes viennent en consultation, ça c'est important, d'expliquer que c'est des douleurs qui peuvent être intenses et qu'il y a un support organique en fait. Ça c'est vrai que quand on donne les images, qu'on montre des images, les gens ils se disent oui en fait c'est pas dans sa tête parce que c'est un raccourci qui est souvent fait. Il y a vraiment une méconnaissance dans certaines situations, des choses un peu basiques aussi sur la santé gynécologique. Ouais. Alors maintenant il y a un peu plus d'outils, mais c'est vrai qu'en consultation, moi je fais toujours un rappel sur l'anatomie, etc. Parce qu'en fait on se rend compte que malheureusement beaucoup de femmes et d'hommes connaissent mal le fonctionnement du corps humain. Naya va nous parler spécifiquement de la question des jeunes et du cercle familial. Je trouve que c'est vraiment important de sensibiliser les jeunes à l'endométriose. J'ai fait plusieurs interventions au lycée L'Argenté dans le cadre d'une journée où des anciens lycéens venaient présenter leur formation ou ce qu'ils voulaient. Et donc moi, je suis intervenue sur l'endométriose. Et c'est vrai qu'en fait, les jeunes, ils connaissaient pas du tout l'endométriose. Et après, c'était un peu spécial parce que j'avais travaillé à L'Argenté. J'avais été leur surveillante, j'avais été ou leur AESH. Donc, ils ont pu aussi découvrir et ils étaient ultra à l'aise de me poser des questions. Et moi, je pensais que les filles allaient être ultra intéressées et les garçons ultra gênés. Et en fait, c'était totalement l'inverse. Les garçons, ils étaient ultra intéressés. Ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont dit, mais ma copine, elle a mal au ventre et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça ultra mignon. Et je pense que la sensibilisation, ça peut vraiment aider parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un copain pendant toutes ces années qui maintenant, on n'est plus ensemble, mais il connaît tout sur l'endométriose. Dès qu'il y a un nouveau traitement ou un nouveau podcast ou article qui sort sur l'endométriose, il me l'envoie encore et je pense que c'est la façon aussi dont j'ai pu parler et j'ai appris à en parler et je pense que c'est vraiment important d'être au clair sur qui on est avec la maladie et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la vie et tant qu'on est ultra clair sur ça, je pense que ça peut pas mal aider surtout que l'adolescence c'est un moment pas facile du tout à vivre. Mais je pense qu'avec de la sensibilisation et savoir en parler, ça peut vraiment aider les jeunes aussi à passer ce moment-là. Je sais que moi, au niveau de ma famille, ma grand-mère, elle me disait à chaque fois, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, même, que ce soit mes oncles, mes tantes, ma mère et mon père, ils m'ont très bien accompagnée tout ce temps-là, mais en fait, il y a eu un moment où ils savaient pas, et je pense que c'est aussi les représentations qu'ils avaient des douleurs de règles avant, ou c'était juste de l'hystérie, ou ça remonte un peu, mais c'est qu'on minimalise l'impact des règles ou de l'endométriose dans la vie. Et ces temps-ci, on en parle beaucoup plus. Moi, je fais du rugby et mon entraîneur, quand je lui ai dit j'ai de l'endométriose, il y a des fois je vais pas pouvoir assurer les matchs ou les entraînements. Il m'a dit j'en ai entendu parler la semaine dernière et avant je savais pas du tout ce que c'était et il s'est renseigné dessus. Je pense que c'est un sujet de société aussi qui est ultra important de ne pas minimaliser que ce soit pour toutes les douleurs chroniques, pas que pour l'endométriose. Je pense que la sensibilisation qui a été faite ces dernières années, pour les jeunes ça a été important aussi, mais pour les anciennes générations où ils ont eu besoin aussi de mieux comprendre ce qui avait pu se passer pour certaines femmes. Ariane maintenant va nous parler du professionnel. Au niveau du long terme, la seule crainte que j'ai, c'est toujours en lien avec ma carrière professionnelle. Parce que c'est vraiment une épreuve quand t'as de l'endométriose, et surtout quand il n'y a pas de congé adapté ou que l'entreprise en question n'est pas du tout sensibilisée à cette maladie. Déjà, c'est compliqué d'en parler, on n'a pas spécialement envie de raconter sa vie personnelle, surtout au début, il y a une période d'essai. Selon le métier, donc moi j'anime des formations, je peux être debout, je rencontre des gens, je parle beaucoup, donc ça demande énormément d'efforts. Sur cette question spécifique de la sensibilisation des milieux professionnels, Sophia va compléter avec son expérience propre. Alors je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives de la part de certaines entreprises, notamment il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence pour AXA, le groupe, pour parler d'endométriose et juste de gynécologie, santé de la femme. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives de certaines entreprises pour leur santé de la femme. Alors très certainement que c'est bienveillant pour la vie des femmes, mais il y a aussi quelque chose économique parce que ça coûte énormément d'argent en fait. Ah, j'ai failli oublier, mais Sophia, elle tient un compte Instagram et TikTok appelé Ma Fertility Team et elle souhaite vous en parler.
Alors déjà, pourquoi j'ai créé mon compte Insta ? Parce que quand la loi de 2021 est passée, la loi de bioéthique qui permettait à toutes les femmes de congeler leurs ovocytes est passée, j'étais pas satisfaite de ma prise en charge de mes patientes. Moi, j'ai la chance parce que mon chef de service, il est hyper bienveillant et parce que il est féministe et parce que voilà, il soutient énormément tous les projets en rapport avec la santé de la femme et ses évolutions. Et donc, moi, j'ai la possibilité dans mon centre, grâce à lui, d'avoir 1 heure de consultation pour parler de congélation ovocytaire. Et dans cette heure, je parle endométriose, qu'est-ce que c'est, tu vois, je parle de tout ce qu'on a parlé là, je leur parle de c'est quoi les ovocytes, c'est quoi le cycle, etc. Et donc, quand je fais un peu un point, et chaque patiente a 1 heure de cours particulier. Ça, c'était pour les raisons médicales. Par contre, quand la loi est passée et qu'on a eu des patientes qui viennent sans raison médicale, le problème, c'est que moi, j'ai pas le temps de passer 1 heure avec tout le flux de patientes qui arrivaient. Et donc, on s'est un peu partagé le nombre de consultations et toutes les patientes passaient en téléconsultation. 30 minutes de téléconsultation pour expliquer tout ça. En fait, elles avaient des explications très rapides et très courtes. Et donc, finalement, elles arrivaient avec des trucs compliqués, des injections, la ponction, qu'est-ce que c'est que les follicules, les ovocytes et pourquoi, et la fertilité. Et je trouvais que c'était trop dur et moi, ça me plaisait pas du tout. Et donc, il y a une patiente qui m'a dit, vous expliquez bien, ça serait bien quand même que vous fassiez un podcast ou des vidéos. Une patiente me l'a dit, une deuxième qui était journaliste, elle m'a dit, mais je pourrais vous aider. Enfin bref, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Et au bout d'un moment, je me suis lancée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai créé ce compte pour ces patientes-là initialement. Et j'ai eu de très bons retours assez rapidement, donc je suis allée plus loin, endométriose, SOPK, échographie. C'est pour ça que j'ai créé ça, pour les patientes initialement. Et puis j'ai plein de retours de mes confrères, des internes, des sages-femmes qui me disent « c'est trop bien, on a appris plein de trucs ». Et c'est vrai parce que moi, tu vois, je suis sage-femme et j'ai pas appris tout ça à la fac. Ouais, j'ai pas appris tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce que on est praticien de premier recours et on nous a appris beaucoup plus la pathologie que la physiologie. Alors qu'en fait, la base, c'est la physio. Voilà. Déjà, ma fertilitime, c'est pourquoi ? C'est parce que je l'ai fait initialement avec mes collègues avec qui je suis très proche. D'ailleurs, on les voit souvent dans mes vidéos. Collègues gynéco notamment et sage-femme. Et team, c'est un peu corporate parce que des fois, j'en fais participer certains. Alors, dans ce compte, je fais des reels, donc des petites vidéos de 1 minute 30. Je fais parfois des posts. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que pour celles qui me connaissent, j'aime prendre le temps et j'aime expliquer. Et mon but, c'est pas de donner une info en l'endométriose superficielle. Par exemple, l'endométriose, c'est où, c'est comme ça, c'est des cellules qui se trouvent ailleurs, point. Non. J'aime bien faire des schémas. J'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Je veux que la patiente vraiment comprenne parce que je pense que tout le monde peut comprendre si on prend le temps d'expliquer. Du coup, je pense que je vais faire une chaîne YouTube là prochainement pour avoir des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Donc, ce compte, c'est mon petit bébé. Et je fais beaucoup de lives aussi. Moi, j'aime beaucoup les lives. Sur TikTok notamment. Les lives, ça me permet aussi de rester 1 heure à discuter et d'avoir les questions en face de moi des patientes, des femmes. Et voilà, j'aime beaucoup mon compte. Allez, la bulle, c'est le mot de la fin. Je laisse Sophia commencer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de patientes quand elles s'assoient dans mon bureau. Enfin, il y a un certain type de personnalité parfois où tu sens que la douleur, à un moment donné, elle a pris beaucoup trop de place. Des patientes qui ne s'écoutent pas. Enfin, moi, tu sais, une patiente qui m'a dit une fois, j'ai eu un pneumothorax. Je m'en suis pas rendu compte parce que de toute façon, c'était moins pire que mes règles. Enfin, c'est pas bon, quoi. Du coup, la valeur de la douleur, le seuil de la douleur, il est complètement faussé. Et donc, parfois, c'est des patientes qui acceptent des douleurs qu'elles devraient pas accepter. Des signes d'alarme qu'elles ne voient pas. Des patientes, parfois, qui font des heures sup et qui acceptent des choses au travail, un rythme compliqué, parce qu'elles ont tellement l'habitude de la douleur d'emmagasiner, de pas écouter le corps, que du coup, il y a un impact sur la santé globale. Et tu sais quoi ? J'ai assisté à un congrès une fois qui disait que la première cause de mortalité des femmes, tu sais ce que c'est ? C'est la crise cardiaque. Et beaucoup d'entre elles ont l'endométriose. Donc, tu peux faire un peu le lien en te disant que, est-ce que c'est des femmes qui forcent parce que en fait, elles sont un peu dissociées du corps à force d'avoir mal et qui n'écoutent pas forcément les signes ? Il faut s'écouter et il faut pas accepter et il faut être prise en charge le plus rapidement possible et être accompagnée. Et là, on va vers une sensibilisation de tous les professionnels de santé. Donc, ces trucs de entre 7 et 20 ans de diagnostic d'errance médicale, ça va forcément disparaître. C'est sûr et certain. La parole est à Amélie maintenant. Les patients nous rapportent que c'est un handicap invisible et que dans le travail, c'est extrêmement compliqué. Et parfois aussi dans la famille. Un jour, elles vont bien. Elles n'ont pas de crise. La douleur, l'intensité de la douleur est plutôt faible ou en tout cas supportable. Et puis le lendemain, elles n'arrivent pas à se lever de leur lit. Donc c'est des choses qu'il faut encore dire, redire, que des paroles comme « t'es feignante » ne soient plus entendables pour elles. Et que aujourd'hui les patientes n'ont pas toujours accès à l'affection de longue durée, c'est-à-dire une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et ça, c'est bien dommage. Et dernière chose, ce serait bien qu'aujourd'hui on puisse plus intégrer les partenaires de vie dans la pathologie de l'endométriose, puisque
eux aussi ont un rôle essentiel à jouer. Et enfin, je laisse Marion et Ariane terminer. Pour le mot de la fin, merci Lulu de m'avoir permis de parler de mon parcours, de revenir un petit peu sur ce que j'ai pu vivre, subir également, et de pouvoir parler du coup de cette maladie qui rythme notre vie au quotidien. De mon côté, pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment dire aux auditeurs et auditrices qu'il faut surtout pas minimiser votre douleur. J'avais énormément tendance à le faire. Mon entourage a fait que j'ai pu la verbaliser, ce qui est compliqué aussi de la verbaliser. Donc surtout ne pas minimiser votre douleur, c'est pas normal d'avoir mal autant pendant ces règles. C'est pas normal d'être tout le temps fatigué. Il faut en parler. Donc merci beaucoup à ma Lulu qui m'a permis d'en parler. C'est très important de sensibiliser tout le monde, donc les premières concernées évidemment, parce qu'on n'est vraiment pas assez sensibilisés, mais aussi notre entourage. Donc merci beaucoup. La douleur dans l'endométriose est bruyante, mais l'indifférence la rend invisible. Les voix que vous avez entendues, celles qui témoignent, soignent, écoutent et s'unissent, tracent un chemin vers la reconnaissance. Il faut continuer à briser le silence autour des maladies gynécologiques dont l'endométriose fait partie. Nous avons besoin de faire entendre nos voix. Et même si vous n'êtes pas directement concernés, aidez-nous à défendre nos droits. C'est un enjeu de santé publique, c'est un combat de chaque instant, un combat collectif pour l'égalité. La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, femme engagée avec vous. La Bulle. Alors, et vous? Imaginez-vous aussi que l'atteinte de l'égalité réelle dans le futur passe par l'accès à la santé pour toutes? Si vous voulez continuer ce voyage avec La Bulle, le podcast, retrouvez-la sur Radio Cultura et autres plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Partagez ce podcast auprès de vos proches et découvrez les 3 autres épisodes de cette série Accès à la santé pour toutes, le cas de l'endométriose, une fiction avec un voyage temporel pour imaginer l'égalité du futur, un entretien témoignage et un débat pour compléter ce documentaire. Radio Cultura .eus